Bonjour, merci de bien suivre Mine Santé Télévision. C'est votre magazine Le Bloc qui vous présente aujourd'hui le trouble occasionné par la dépendance de substances psychoactives chez le jeune Congolais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet avec Dr Grace Lelo, Dr Bob Matala et enfin Dr Benjamin Lombo. Alors Dr Benjamin, qu'entendez-vous par ces concepts de troubles addictifs? Merci beaucoup pour cette question. Nous, on entend par troubles d'addiction un ensemble de phénomènes comportementaux, biologiques occasionnés par la prise de substances psychoactives de manière répétée, bien sûr associés à un pouvoir, à un désir puissant à consommer la substance, à une incapacité à contrôler cette consommation, mais aussi à une poursuite de la consommation malgré les conséquences occasionnées par la substance. Docteur Grace, dans ce sujet, nous avons entendu parler des substances psychoactives. Alors, que pouvons-nous citer par Déjà, je salue tous nos téléspectateurs. J'espère qu'ils sont attentifs devant leurs écrans pour nous suivre aujourd'hui, car ce sujet est très important, puisque la consommation abusive des substances psychoactives constitue un réel problème de santé publique du fait de sa mortalité, de sa morbidité dans le monde et en République démocratique du Congo. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, pour répondre à la question, une substance psychoactive s'entend par toute substance qui, lorsqu'elle est ingérée ou administrée, altère les processus mentaux comme les fonctions cognitives ou l'affect. Merci. Docteur, de ce que Docteur Benjamin venait de dire et Docteur Grace, qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement? Ce que nous devons retenir est que, premièrement, le trouble addictif renferme à son sein l'alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie. Ici, bien évidemment, il s'agit de substances psychoactives. Cependant, il existe d'autres addictions qui ne dépendent pas des substances psychoactives. On parle des addictions comportementales. Nous pouvons citer notamment l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction aux jeux de hasard et aux jeux d'argent, l'addiction au sport, ainsi que l'addiction au travail. Et dans le travail, on a ce qu'on appelle le workalisme. C'est-à-dire que c'est une personne qui est dévouée au travail et qui ne prend pas de vacances, tout ça. Et ensuite, on a la technodépendance, qui est l'addiction aux réseaux sociaux. Alors, deuxièmement, nous devons savoir que le trouble addictif, selon la classification DSM-4, renferme en son sein des entités. On a ce que l'on appelle l'usage nocif et la dépendance proprement dite ou l'addiction. Alors, ici, il s'agit bien évidemment d'un individu qui consomme une substance psychoactive et c'est de manière chronique, quelles que soient les conséquences nocives sur sa santé. Docteur, s'il vous plaît, nous pouvons parler concrètement de quelle substance, par exemple? Oui, concrètement, selon les addictions, on a plusieurs addictions, notamment le tabac, l'alcool par exemple, ou le chanvre. Donc c'est ça, il le consomme durant une année. Et il y a certains critères. Pour l'usage nocif, on a par exemple 4 critères, dont un seul critère permet de poser le diagnostic. Et pour la dépendance ou l'addiction, on a 7 critères, dont 3 au moins permettent de poser le diagnostic. Et je terminerai par dire qu'en 2013, il y a l'Association américaine de psychiatrie a élaboré une nouvelle classification DSM-5. Et dans cette classification-là, les deux entités précédentes étaient abolies, c'est-à-dire l'addiction et l'usage nocif. Et ça laissait place à une seule entité qu'on appelle trouble de l'usage de la substance psychoactive. Et là, il y a certains critères de la classification précédente qui ont été recombinés et d'autres qui ont été ajoutés. Ce qui a fait qu'on a 11 critères, dont au moins 2 permettent de poser le diagnostic du trouble de l'usage de la substance psychoactive. Et docteur Matala, vous pensez que le jeune s'adonne à ces substances, pourquoi? Bien évidemment, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cela. Mais je note que ce sont les signes d'une détresse, d'une jeunesse en détresse, une jeunesse qui a été abandonnée très longtemps à ce triste sort. C'est une jeunesse sans repère, qui n'a pas des opportunités. Bref, c'est une jeunesse perdue. En somme, il y a plusieurs causalités biologiques, environnementales et comportementales qui interagissent en agissant sur l'individu, la famille
et la communauté qui peuvent notamment expliquer cela. On a notamment, par exemple, il y a des études épidémiologiques réalisées un peu partout qui ont conclu au fait que les populations qui étaient isolées et économiquement désavantagées exposaient les jeunes à la consommation de ces dites substances. Parce que, premièrement. Deuxièmement, on a le taux de chômage très élevé au niveau des jeunes. On peut expliquer cela. On a la non-scolarisation des jeunes. On a par exemple les facteurs génétiques. On a les antécédents des enfants qui sont issus de parents alcoolodépendants ou fumeurs de chambre ou du tabac. On a les conflits familiaux, les relations difficiles parents-enfants. On a l'isolement, on a les conditions de travail difficiles. Donc on a là toute une ribambelle de causes qui peuvent expliquer que ces jeunes s'adonnent à ces substances psychoactives. Docteur Benjamin, vous pensez aussi que la jeunesse est abandonnée à elle-même? Bien évidemment. En fait, pour revenir à votre question, alors moi je pense que, comme le disait le docteur Matal, il y a plusieurs raisons. Entre autres, les jeunes vous diront, ou te diront, que si je consomme ces substances, c'est pour ressentir du plaisir. C'est pour ressentir, ils recherchent en fait du plaisir. C'est vrai que le plaisir, lorsque l'on ressent du plaisir, on a la morale, on est en meilleure forme. Mais seulement, ce qu'ils oublient, c'est que les substances psychoactives amènent du plaisir, mais aussi les risques. Donc, quelque part, il faudrait choisir entre les risques et le plaisir. Alors, la deuxième cause, je dirais, les jeunes consomment ces substances pour faire la fête. Et donc, c'est vrai que faire la fête est un besoin sain, mais ce qui est anormal, c'est la consommation de ces substances pour aller fêter. Troisièmement, les jeunes vous diront que je prends de l'alcool ou du cannabis, je ne sais pas moi, des drogues illicites pour me détendre. En oubliant bien sûr que les substances psychoactives, toutes ces substances-là, ont un effet éphémère. Et que toutes ces substances n'ont pas une incidence sur la cause du stress. Donc le stress va réapparaître. Alors, la quatrième raison, c'est que les jeunes vous diront encore une fois de plus que je prends toutes ces substances pour oser. Là, je vois le groupe des timides et les anxieuses. Il y aura encore un autre groupe de jeunes qui vous diront que je prends ces substances pour faire comme les autres. Parce qu'on a eu un frère fumeur ou un père alcoolique. Voilà pourquoi il faut que je fasse comme lui. Et sixièmement, ça c'est le groupe des adolescents pour ressentir, pour faire de nouvelles expériences, ressentir de nouvelles sensations. Voilà, c'est un peu ça, en gros. Les causes qui poussent au fait les jeunes à consommer toutes ces substances. Docteur Grace. Oui, en fait, comme les autres l'ont déjà dit, il existe plusieurs facteurs favorisants, prépondérants de la consommation des substances psychoactives. Tout d'abord, j'aimerais dire que dans certaines tribus de la République, la consommation de telle ou telle autre substance psychoactive n'est pas vue d'un mauvais œil, tout simplement parce que cela fait partie de leur culture. Donc là, je les mets dans les facteurs culturels. De plus, il existe plusieurs facteurs que j'appellerais des facteurs sociaux, entre autres une mauvaise influence de l'entourage. D'ailleurs, plusieurs études qui ont été menées à propos ont relevé que les jeunes ont déclaré que les premières fois où ils ont touché aux substances psychoactives, c'était dans des contextes de sociabilité ou dans les contextes d'une envie d'expérimenter de nouvelles expériences. Donc la curiosité a une place très importante dans la consommation abusive des substances psychoactives. Au-delà de ça, nous avons des conflits familiaux. Nous avons l'abandon des enfants par les parents. Et il y a également les facteurs économiques qui ne sont pas les moindres, parce que nous savons très bien que le chômage et la pauvreté constituent des véritables fléaux dans notre société. Mais par contre, paradoxalement,
un excès d'abondance peut également constituer un facteur prédisposant à la consommation de substances psychoactives, la consommation abusive. Et finalement, je terminerai par les facteurs endogènes propres à l'individu, comme par exemple des stress vécus, des traumatismes vécus dans l'enfance, dans le passé, ou encore des pathologies physiques mal acceptées, et finalement les troubles mentaux également en soi, et le stress prolongé auquel la jeunesse est soumise au quotidien. Docteur, vous avez parlé de plusieurs substances. Et quel serait l'impact sur leur santé mentale, la santé mentale de jeunes Congolais à Kinshasa, par exemple? Oui, l'impact sur la santé mentale, il faut savoir que les comportements addictifs entraînent des déficits neurocognitifs. Dans les troubles, on aura une difficulté d'attention, une difficulté de mémoire ou d'apprentissage. Alors chez les jeunes adultes, on pourra remarquer une difficulté dans le travail, une baisse de rendement dans le travail, ou encore une difficulté à réaliser des métiers qui nécessitent de la dextérité ou de l'attention, de l'efficacité et tout ça. Alors chez les jeunes, les adolescents, je voulais dire, on a également une baisse du rendement scolaire qui est vraiment non négligeable. Et à part cela, nous avons également une baisse dans la compréhension des petites activités du quotidien. Alors, il faut noter que les comportements addictifs ont des conséquences irréversibles sur le développement du cerveau chez les adolescents qui passent par plusieurs étapes de maturation, en perturbant, en altérant justement ce procédé de maturation et avec comme conséquence l'apparition des troubles cérébraux à long terme. En fait, la consommation de ces substances psychoactives a plus des effets nocifs sur la santé physique. Alors, je vais essayer de citer ces effets nocifs en fonction des addictions les plus répandues. Je commencerai par le tabac. Alors, vous devez savoir que le tabac est la substance psychoactive qui entraîne de plus les décès dans le monde. Chez les femmes enceintes, il faut noter que le tabac est responsable de 20% des avortements spontanés. Le tabac est responsable de maladies au niveau du poumon, telles que le cancer du poumon, qui est vraiment très fatal. Le tabac est responsable des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Le tabac est responsable des bronchopathies obstructives et de l'insuffisance respiratoire. Et comme deuxième substance psychoactive, je citerai l'alcool. Alors, l'alcool constitue le troisième facteur de mortalité et de morbidité dans le monde après le tabac et l'hypertension artérielle. Chez les femmes enceintes, par exemple, l'alcool peut entraîner des malformations au niveau du fœtus et entraîner une atteinte du développement du fœtus ainsi que de l'enfant qui va naître. L'alcool entraîne des problèmes au niveau du foie, des maladies comme l'hépatite alcoolique, la cirrhose du foie. Voyez-vous? Donc, l'alcool peut être responsable des troubles psychiques tels que l'anxiété et la dépression. Je terminerai par le chanvre ou le cannabis. En fait, le cannabis a pratiquement les mêmes effets que le tabac, surtout lorsqu'ils sont associés. Le cannabis peut entraîner une aggravation des pathologies psychiatriques. Mais aussi, le cannabis peut entraîner un syndrome qu'on appelle le syndrome amotivationnel. C'est un syndrome qui se caractérise par un manque d'intérêt d'activité scolaire, professionnelle et même un isolement social. Ce qui explique tout à l'heure, Dr Grace parlait de la santé mentale. Pour avoir un enfant comme ça, du jour au lendemain, il ne veut plus aller à l'école. Donc il faudrait essayer de fouiller pour voir qu'est-ce qui peut entraîner cela. Et je terminerai par deux choses. La première, pour les jeunes qui fument la chicha, parce que la chicha fait partie du tabac en fait. Ils doivent savoir qu'ils ont pratiquement les mêmes conséquences lorsqu'ils consomment de manière chronique que la personne qui fume du tabac. Voyez-vous, la chicha. Deuxièmement, j'ai terminé par dire aux gens, lorsqu'une personne fume, il y a une notion de fumeur passif et actif. Le fumeur passif actif est celui qui fume. Le fumeur passif est celui qui est à côté. Vous devez savoir que la personne qui ne fume pas, c'est-à-dire que la personne qui fume, lorsqu'il renvoie sa fumée, la personne qui est à côté de lui est 2 fois plus exposée que la personne qui fume. Les gens doivent
connaître ça parce que les gens ici, ils fument n'importe où, n'importe comment, or que la santé pays, il y a des endroits spécifiques pour ça. Donc, il faut vous éloigner très loin des personnes qui fument. Docteur, vous avez cité plusieurs substances, mais les médicaments, par exemple du tramadol et autres. Oui, c'est ce que je disais, que je me suis plus apaisanti sur les substances psychoactives qui sont le plus consommées par les jeunes. Mais je dirais que toutes ces substances-là apportent plus des effets nocifs. Le tramadol, le médicament est prescrit dans un objectif thérapeutique. Un médicament ne peut pas être pris dans un but de prendre du plaisir ou quoi que ce soit. Tous les gens qui prennent les médicaments dans ce sens-là, ce n'est pas bon et ça a des effets délétères au niveau de l'organisme. Il n'y a pas que du tramadol, il y a aussi les anxiolytiques. Il y a les diazépam et aussi les amphétamines. Oui, les amphétamines. Et donc, quelque part, pour compléter ce docteur, je veux peut-être rajouter aussi, parce qu'apparemment, vous avez cité les pathologies, mais vous avez quand même oublié les cancers. Parce que c'est vrai que dans la cigarette, nous avons la fumée. Et la fumée, nous connaissons tous que la fumée comporte ce qu'on appelle le 3,4-benzopyrène, qui est un élément chimique cancérigène. Donc, lorsque cette substance est conjuguée, nous avons le processus de cancérisation. Mais la conséquence dans la communauté serait laquelle? Alors, vous savez, l'habitude à la drogue ou aux substances psychoactives, l'alcool et tout ça, elle est très coûteuse, demande beaucoup d'argent aux jeunes. Alors que la plupart de ces toxicomanes ou des gens qui prennent ces substances ne sont même pas capables d'avoir un travail régulier. Et donc, d'un côté, c'est ce qui va donc donner au fait naissance au vol, mais plus loin à la prostitution. Alors, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que vous avez l'usager, c'est-à-dire la personne qui prend la substance, et le fournisseur, donc la personne qui amène la substance. Les deux se retrouvent soit directement, soit indirectement dans un réseau mafieux. Et donc cela peut être à la base de la violence, hein, de la violence au profit du bénéfice. Donc je pense que c'est ça au fait l'effet. Donc nous avons le vol, nous avons la prostitution, mais aussi la violence en créant un réseau mafieux. D'accord. Docteur, comment entrevoyez-vous cette situation? Comment nous pouvons sauver notre jeunesse? Alors, merci beaucoup madame pour cette question. Docteur. Docteur, excusez-moi. Alors, déjà, il faudrait se dire que je pense que pour lutter contre cet amalgame ou c'est comme le docteur Matala dit, l'usage abusif, je pense qu'il faudrait installer une politique de prohibition, mais aussi de répression pour décourager cette attitude dans nos écoles, dans nos églises, mais aussi dans nos milieux, dans notre milieu. Merci. Pourquoi? Parce que tout simplement, excusez-moi, tout simplement parce qu'aujourd'hui l'opinion publique arrive à faire le lien entre la prise de ces substances et la criminalité, tout simplement. Docteur Grace, en tant que femme, en tant que mère, dans nos familles, que pouvons-nous faire pour sortir notre jeunesse de cette situation? Oui, comme je l'ai dit plus tôt, le mauvais encadrement familial constitue l'un des facteurs prédisposant à la consommation abusive des substances psychoactives. Alors pour lutter contre ça, au niveau de la famille, au niveau des parents, il faudrait justement contrecarrer cela en offrant aux enfants un bon cadre, un bon accompagnement, un bon cadre familial et une bonne éducation sur les méfaits de la consommation abusive des substances psychoactives. Mais néanmoins, il faut relever une problématique, comme quoi certains parents sont évidemment au courant de certains méfaits vu qu'ils sont confrontés aux conséquences au quotidien à travers leurs enfants. Mais simplement, ils sont butés à un problème comme quoi ils sont impuissants face à la situation, face à la jeunesse, à cette jeunesse qui se rebelle du fait que les parents n'ont pas assez de moyens financiers pour prendre en charge correctement leur progéniture. Donc la lutte contre la pauvreté, est un élément non négligeable. Et pour ceux, le groupe des parents qui seraient quand même au courant de certains méfaits,
il est de la responsabilité du pouvoir public de mettre en place les mesures législatives et de politique publique pour informer ses parents à propos des méfaits, des conséquences nocives de la consommation abusive des substances psychoactives et voilà, pour avoir un meilleur rendement. Merci, docteur Lelo. Donc, docteur Matala. Oui. Ici, on nous aurait dit que la charge ne revient pas seulement à la famille, mais aussi à l'État. Êtes-vous sûr ou pas? Bien évidemment que l'État a une grande part des responsabilités face à cette situation à laquelle est confronté les jeunes. Alors, quant à moi, je pense que l'État devrait d'abord réhabiliter le centre neuropsychopathologique, en sigle CNPP, qui est un centre psychiatrique, qui a abandonné à son triste sort, ça fait très très longtemps. Alors les gens doivent savoir que CNPP ne veut pas dire Ndaku Yabatamaboma. Non. On a des problèmes dans la société comme l'énurésie. L'énurésie, c'est une émission involontaire des urines chez un enfant à un âge où la propriété est censée être acquise, pendant la nuit par exemple. On a des enfants comme ça, 10, 20, 15 ans, qui urinent encore dans les lits. Dans les temps, on disait que c'est la sorcellerie. Il y a certains enfants qui ont subi la maltraitance. Et pourtant, c'est un problème qui peut être pris en charge au CNPP. Les insomnies. Vous avez un manque de sommeil, vous ne dormez pas. C'est pris en charge au CNPP. Les céphalées intenses, les maux de tête, rebelles au traitement. C'est pris en charge là-bas. L'AVC même qui est à cheval entre la médecine interne et les neurologues. Ça peut être pris en charge là-bas. Et j'ai terminé par le banditisme urbain. Ces jeunes qui commencent à consommer les substances, qui passent de l'usage simple à la dépendance, commettent des bavures, ils sont envoyés en prison. Mais vous remarquerez que lorsqu'ils sortent, ils deviennent 2 fois pires qu'avant. Ça veut dire que leur place n'est pas en prison. Leur place, c'est un internement dans un centre psychiatrique où ils seront pris en charge de manière holistique, c'est-à-dire médicamenteuse, psychothérapie, sociothérapie, thérapie comportementale. Et ensuite, ils pourront être réinsérés dans la société et être utiles. Donc, l'État doit prendre en charge et réhabiliter ces centres psychiatriques-là. Deuxièmement, l'État doit avoir un système économique fort. Je venais de le dire tantôt que un système économique faible exposait les jeunes à la consommation de ces substances psychoactives. L'État doit offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Le taux de chômage, j'ai dit tout à l'heure, qui était responsable de ces problèmes-là. Quatrièmement, l'État doit rendre l'école primaire. Ça a été décrété par le président cette année. C'est une bonne chose. L'école primaire doit être obligatoire et gratuite de manière à occuper les jeunes pour qu'ils ne se livrent pas à certains comportements qui ne cadrent pas. Et enfin, je dirais, l'État doit taxer l'alcool et le tabac et fixer à des prix élevés pour que ne soit pas n'importe qui puisse avoir accès à ces substances-là. L'État doit contrôler les publicités qui passent à la télé, les publicités des sociétés brassicoles et des tabacs. Ils ne peuvent pas passer à n'importe quelle heure. L'État doit réguler le bar, les boîtes de nuit. En principe, ailleurs, il y a des heures spécifiques d'ouverture et de fermeture. Ici, ce n'est pas le cas. On a de plus en plus de bars partout qui ouvrent, on ne sait à quelle heure, qui ferment à quelle heure, on ne sait pas. Ce qui n'est pas du tout normal. L'État doit contrôler cela. L'État doit avoir une politique, un cadre légal, comme disait Dr Grasse, un cadre légal concernant les mineurs, avec des restrictions spécifiques au tabac et à l'alcool. N'importe qui ne peut pas aller acheter du chanvre comme ça, ce n'est pas normal. Et je terminerai par l'État qui est en train de vendre tous les espaces de divertissement des jeunes. Ici à Kinshasa, les terrains de football, de basket sont vendus, on n'a pas de bibliothèque. Alors, les jeunes vont s'adonner à quel divertissement? Conséquence, tous ces jeunes-là, 14, 15 ans jusqu'au je ne sais pas quel âge, ils se rendent dans des bars. Aujourd'hui, les bars sont presque à 2 avenues, vous avez un bar. Ils vont dans des boîtes. Est-ce normal? Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, l'État doit jouer son rôle et punir, établir des lois ou légiférer des lois qui permettent à ce qu'on fasse les suivis par rapport au contrôle du marché de ces substances psychoactives. Merci, docteur Matala. Je vous en prie. Comme conseil pour redescendre et conclure. Alors, pour conclure, je dirais que cette jeunesse doit savoir que la consommation de ces substances psychoactives a des conséquences néfastes sur leur corps, sur leur santé. Ça ne les apporte rien de bénéfique. Deuxièmement, les parents doivent rétablir le dialogue avec le jeune. Ils ont vécu dans une certaine époque où il y avait certaines réalités. Les choses ont changé. Ils doivent prendre le temps d'écouter les jeunes, de les comprendre afin de les orienter. Bon, les écoles doivent aussi
entamé le pas. Quand on était à l'école secondaire, on avait des cours comme l'ESM, les cours comme SM, éducation civique et morale, l'éducation à la vie, l'éducation à la citoyenneté à l'université. Ces cours-là, les enseignants doivent inculquer aux jeunes ce qu'ils doivent faire. On a les églises, il y a des jeunes qui vont dans les églises, il y a des encadreurs qui doivent discuter avec des jeunes par rapport à ces problèmes. Je terminerai par adresser un mot au chef de l'État avec tout le respect dû à son rang. Je dirais ceci. Monsieur le Président de la République, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, nous savons que vous avez plusieurs priorités, mais le meilleur investissement, c'est celle qu'on fait dans l'homme. Dans le cas d'espèce, on parle de la jeunesse, donc la jeunesse congolaise. Vous devez avoir une politique claire et bien définie pour cette jeunesse, en vue de les empêcher de vouloir aller ailleurs, chercher à se retrouver ailleurs. Donc, vous devez vous battre pour que la jeunesse soit votre priorité. Voilà ce que vous avez à dire. Merci, Dr Matala. Dr Benjamin, nous sommes en train de redescendre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Merci, docteur, pour cette question. En fait, aujourd'hui, le commerce de substances psychoactives et de substances illicites est plus rentable que le commerce du pétrole. Et les cibles, c'est comme le disait Dr Matala, ce sont les écoliers et les étudiants, donc la jeunesse. Et donc face à toutes les conséquences qu'occasionnent ces substances, je recommanderais à l'État d'avoir un œil regardant, mais aussi à la communauté dans son ensemble, sur la réglementation tout simplement de toutes ces substances. Là, je revois notre professeur en deuxième doctorat de toxicologie, le professeur Ndelo, qui nous disait que tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dose. Ce qui veut donc dire, en plus simple, que ce n'est pas la substance en lui-même, mais l'utilisation qu'en fait le sujet. Merci. Docteur Grace, en tant que mère, dans votre cœur de maman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, déjà j'aimerais un tout petit peu revenir sur ce que Dr Matal avait dit à propos des églises, la responsabilité des églises. Parce que parfois on a tendance à négliger, mais nous devons savoir que les églises sont beaucoup, enfin les pasteurs disons, dans les églises sont beaucoup écoutés de la société. Alors moi je pense que l'interdiction ne devait pas se limiter par rapport aux recommandations bibliques, vous voyez, mais aussi informer sur les méfaits dans nos églises, sur les méfaits de la consommation de ces substances. Et aussi j'aimerais revenir sur le fait que on trouve partout, on peut trouver partout dans nos quartiers ces substances, on peut en acheter partout, je voulais dire. Donc l'État doit vraiment veiller sur ça et si possible trouver des mécanismes pour détruire tous ces petits sites de commerce de substances illicites ou psychoactives. Alors je terminerai par remercier tous nos téléspectateurs. Nous savons que la tâche est ardue, mais ce sont les petits efforts de tout un chacun à son niveau qui nous permettront d'avancer et d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent notre société. Il suffit seulement d'avoir de la volonté, que chacun à son niveau prenne les responsabilités pour diminuer ou tout simplement éradiquer cette consommation abusive ou ces comportements addictifs. Merci. Merci chers téléspectateurs de bien suivre le blog Votre Magazine qui vous parle toujours de la santé au quotidien. Nous nous reverrons très prochainement avec l'allaitement maternel, l'hypertrophie bénigne de la prostate et le contraceptif. Merci.